Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, je suis très heureuse de vous accueillir sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Donc, le Moniteur Bâtiments et Travaux Publics, c'est un magazine que vous connaissez bien, mais c'est aussi un organisme donc de formation avec près de 5000 stagiaires formés chaque année, 250 programmes et 1000 sessions de formation programmées chaque année également. Et puis sur des formats divers et variés, tels que, bien évidemment, le présentiel, mais aussi le distanciel avec des classes virtuelles, des e-learning ou encore du blended learning. Donc nous avons une large gamme de formations qui va de la réglementation de la construction à l'urbanisme, au marché public, à l'immobilier, au logement social et bien d'autres encore. Et ce matin, donc, nous allons nous intéresser à notre rubrique performance énergétique et environnementale. Donc, c'est le sujet qui va nous intéresser à travers ce webinaire sur le décret tertiaire et les points clés de ce décret pour pouvoir vous préparer pour tout ce qu'il va impliquer en 2003 et dans les années qui suivent. Donc, vous le voyez sur cette slide, nous avons différentes formations sur ce décret qui existent déjà, et puis d'autres programmes de formation qui, bien évidemment, ont été mis à jour des implications et des impacts de ce décret. Donc, vous pouvez toutes les retrouver sur notre site internet formationlemoniteur.fr. Voilà, donc ce sont deux avocates qui nous accompagnent ce matin, que je suis ravie d'accueillir. Donc, en la présence de Louise Chance, qui est avocate fondatrice du cabinet Kaizen Avocat, donc qui est spécialiste en droit de l'environnement et qui exerce notamment au barreau de Lyon. Et puis Virginie Selva-Foyer, qui est avocate en droit des affaires et immobilier devant la Cour d'appel de Paris et qui exerce plus particulièrement autour des baux commerciaux. Donc, ce sont elles qui vont nous conduire à travers cette intervention. N'hésitez pas à poser toutes vos questions durant leur exposé. Un temps sera réservé pour y répondre en fin d'intervention. Donc, je vais leur laisser la parole. Très bon webinaire à tous et à tout à l'heure pour vos questions. Cher maître, c'est à vous. Merci beaucoup et donc bienvenue à toutes et à tous à ce webinaire sur le décret tertiaire. Donc comme vous le savez, l'objectif principal du décret tertiaire, c'est la sobriété énergétique et en fait, c'est l'aspect opérationnel des accords de Paris qui ont été signés en 2015 qui visent à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, voire 2 degrés. Ce qui a été ensuite traduit par le GIEC en l'horizon voilà, neutralité carbone en 2050, à l'horizon 2050. Et donc, ensuite, ça a été traduit en France avec la stratégie nationale bas carbone, qui s'est ensuite déclinée en plan sectoriel. Et pour le bâtiment, la rénovation énergétique, c'est extrêmement important. Et donc, c'est le volet opérationnel de cette lutte contre le changement climatique. Donc pourquoi aujourd'hui nous intervenons à deux, c'est que cet aspect opérationnel dans la rénovation énergétique, il articule deux pans, à la fois le pan du droit de l'environnement et de l'urgence climatique et le pan des droits des baux commerciaux, étant donné que ce décret tertiaire, il est encadré par des relations contractuelles. Donc je laisse se présenter ma consoeur Virginie Selva-Foyer. Merci Louise. Alors, effectivement, Virginie Selva-Foyer, moi je suis avocate depuis pratiquement 10 ans. J'ai prêté serment devant la Cour d'appel de Paris et après avoir travaillé dans des cabinets d'affaires et au sein d'une entreprise en tant que juriste baux commerciaux, j'ai fondé le cabinet VSF Avocat qui intervient effectivement en baux commerciaux, donc dans les relations bailleurs-preneurs qui ont aujourd'hui l'obligation et le devoir de se mettre en conformité avec les décrets tertiaires. Et donc, Louise Chance, moi je suis avocate associée et spécialiste en droit de l'environnement. Donc, j'ai fondé le cabinet Kaizen Avocat qui est exclusivement dédié au droit de l'environnement, au droit des énergies renouvelables. Donc, on intervient en conseil, en contentieux, en formation sur vraiment le droit de l'environnement. Donc, effectivement, le décret tertiaire est un des sujets sur lesquels nous intervenons, mais après, on intervient sur tous les aspects environnementaux, donc climat, déchets, énergie, eau, biodiversité. Voilà.
Et donc aujourd'hui, nous allons vous présenter voilà, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de ce décret tertiaire dont on parle tant et qu'est-ce qui justifie aussi aujourd'hui notre intervention, c'est que en fait, là aujourd'hui on est le 1er décembre et au 31 décembre 2022, vous aurez l'obligation de faire vos premières déclarations sur la plateforme Opérate. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on a choisi cette date, c'est que en fait là vous avez un mois pour vous organiser, pour faire vos premières déclarations sur la plateforme. Et aussi un petit préalable avant de commencer dans le vif du sujet, c'est que donc toutes les deux nous sommes juristes, vous avez remarqué, nous sommes avocates, et donc notre plus-value aujourd'hui, c'est vraiment de vous expliquer au niveau juridique. On ne fait pas d'intervention technique, et voilà, si vous avez des questions techniques, on vous invite à soit aller sur la foire aux questions de la plateforme Opérate, qui est très complète, soit de contacter des bureaux d'études qui sont spécialisés, qui seront bien plus compétents que nous sur les aspects techniques. Donc voilà, ce préalable étant effectué, donc effectivement, l'objectif, c'est, comme je vous disais en préambule, c'est que on est dans une situation d'urgence climatique, donc c'est reconnu maintenant par la loi en France. Et donc là, on est dans une déclinaison opérationnelle dans le secteur du bâtiment de toute cette prise de conscience par les États et par les scientifiques de cette urgence climatique. Et la déclinaison intervient dans plusieurs pans sectoriels pour agir, pour réduire les consommations d'énergie. Et là, le décret tertiaire, c'est le volet opérationnel pour les bâtiments tertiaires. Donc, il y a des objectifs fixés pour la réduction de la consommation d'énergie. Et donc, c'est moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Donc, ce sont des objectifs ambitieux, mais nécessaires au regard des études et des constats par rapport à l'urgence climatique. Donc, sur la slide suivante, on va pouvoir voir les deux principales obligations qui découlent de ce décret tertiaire. La première obligation, c'est réduire la consommation d'énergie. Donc, via des travaux, via l'optimisation des usages des bâtiments. C'est la première obligation. Et la deuxième obligation, c'est de communiquer les données sur la plateforme Opérate. Voilà, pour avoir le principal de ce qu'il faut savoir. Et je laisse la parole à ma consoeur. Sur les bâtiments, Tout à fait. Ah oui, non, pardon. Donc, pour les bâtiments, on s'est divisé les slides pour que ce soit plus interactif. Et oui, c'était ma slide. Donc, effectivement, quels sont les bâtiments qui sont concernés? Donc, c'est tous les bâtiments qui ont une superficie supérieure ou égale à 1000 m², en sachant qu'on peut avoir 3 cas. On peut avoir les bâtiments qui sont exclusivement à usage tertiaire, qui sont plus de 1000 m², en sachant que ce qui est utilisé, c'est la surface de plancher. Le deuxième cas, c'est d'avoir des bâtiments mixtes qui hébergent sur une surface de plancher cumulée plus de 1000 m², qui hébergent des activités tertiaires sur plus de 1000 m² de surface cumulée. Et le troisième cas, c'est quand on a des unités foncières ou des sites qui sont composés de plusieurs bâtiments dont plus de 1000 m² de surface de plancher cumulée sont utilisés pour des activités tertiaires. Voilà, à retenir, c'est plus de 1000 m² d'activité tertiaire, surface cumulée ou non, ça veut dire que vous êtes soumis au décret tertiaire. En sachant que si vous avez plus de 2000 m² de surface dédiée au tertiaire, vous auriez dû d'ores et déjà avoir une annexe environnementale parce que ça, c'est prévu depuis 2012. Donc là, on va avoir une nouvelle obligation pour les surfaces qui sont supérieures ou égales à 1000 m², mais les surfaces qui étaient supérieures ou égales à 2000 m² avaient déjà des obligations environnementales qui datent de plus de 10 ans. Alors, qui doit agir? C'est une question importante. Finalement, dans le décret tertiaire, il a été prévu à l'article R131-38 que ceux qui doivent agir, ce sont les propriétaires et, le cas échéant, les preneurs à bail. Finalement, on a peu de réponses sur est-ce que ce sont les bailleurs ou les locataires qui doivent assumer les obligations découlant de ce décret tertiaire.
parce qu'en réalité, ce qui a été voulu par le législateur, c'est qu'intervienne une concertation entre bailleurs et preneurs. Donc aujourd'hui, tout l'enjeu est effectivement de mettre en place cette concertation pour répondre aux obligations. Alors, peut-être que dans les baux que vous avez en main, il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été prévues, notamment en ce qui concerne la réalisation des travaux. Donc, il est très important de faire auditer vos baux pour vérifier en ce qui concerne les travaux qui devra les prendre en charge, s'il y a des notions dessus, et en tout cas d'adapter les relations contractuelles et leur clarification dans les actes. Ça sera important pour déterminer qui devra agir pour réaliser les travaux et qui devra agir pour communiquer les informations de consommation sur Opérate. Alors, pour faire ce choix entre bailleurs et preneurs, un certain nombre de considérations pratiques vont devoir être gardées à l'esprit. Par exemple, qui a accès aux données, qui reçoit les factures de consommation. Peut-être que vous définirez l'acteur entre bailleur ou preneur en fonction de celui qui a l'accès aux informations. Peut-être que le choix entre bailleur ou preneur se fera en fonction de celui qui a le plus à craindre des sanctions prévues par le décret tertiaire. En tout cas, la réponse, elle n'est pas tranchée aujourd'hui entre bailleur et preneur, c'est aux parties de définir. Sur la slide suivante, nous allons voir quelle est la logique prévue par ce décret tertiaire. C'est la logique des 3 A. Le premier A, c'est pour agir, pour réduire les consommations des bâtiments existants à la date de la publication de la loi Elan, c'est-à-dire au 28 novembre 2008. Donc, c'est agir à travers un plan d'action. On détaillera après. Le deuxième A, c'est adapter. C'est-à-dire que pour que les objectifs soient réalistes, il a été prévu que c'est des adaptations en fonction des situations particulières, mais toutes ces adaptations doivent rentrer dans un cadre afin de respecter une certaine équité entre les assujettis. Le troisième A, c'est A pour attester. Comme on vous l'a déjà indiqué, il y aura une obligation de communiquer les données importantes sur la plateforme Opérate. Donc, ça devait être fait avant le 30 septembre 2022. Et effectivement, vous avez une tolérance jusqu'à la fin du mois. Mais d'ici la fin du mois, il faudra que vous ayez attesté sur Opérate. Alors, quelles sont les méthodes choisies pour arriver à cet objectif ambitieux de réduction des consommations énergétiques? Il y a deux possibilités. La première, la plus simple à expliquer, c'est l'atteinte d'un objectif en valeur absolue. C'est-à-dire que des seuils vont être définis par arrêté et que vous pourrez vérifier si votre bâtiment remplit cet objectif. Le deuxième type d'objectif que vous pouvez choisir, c'est choisir de répondre à un objectif en valeur relative. La méthode, elle est simple. Vous devez choisir d'abord une année de référence entre 2010 et 2020. Pour cette année de référence, vous allez vérifier quelles sont vos consommations énergétiques et celles-ci devront être réduites de 40% d'ici 2030, de 50% d'ici 2050 et de 60% d'ici 2050. Donc, il y a des objectifs ambitieux. Ce qui est important de savoir, un petit focus pour les propriétaires d'ensemble immobilier, de parc immobilier. Il a été prévu, toujours dans la logique d'une adaptation de ce décret tertiaire, il a été prévu la possibilité de mutualiser les résultats obtenus par les différents bâtiments d'un ensemble immobilier. Et ainsi, finalement, lorsque vous aurez un bâtiment obtenant de très bons résultats par rapport aux objectifs envisagés, vous pourrez les reporter à l'échelle du groupe pour compenser finalement un bâtiment où vous aurez moins bien réussi à améliorer la performance énergétique.
Voilà pour la méthode. Donc ensuite, les actions à réaliser pour atteindre ces objectifs, parce que finalement, c'est vraiment l'obligation qui est fixée pour le bailleur et les preneurs, c'est d'atteindre ces objectifs. Donc après, ça se décline en plusieurs actions. Donc la première, c'est améliorer la performance énergétique des bâtiments. Donc ça veut dire, voilà, regarder, en fait, ça veut dire déjà faire un état des lieux sur aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans votre bâtiment, faire un suivi de la consommation énergétique. Et c'est vrai que c'est pas forcément souvent le cas, ça demande beaucoup de collection de données, de les compiler, de les analyser, etc. Donc ça, c'est vraiment la première chose à faire, c'est de collecter les données et de les analyser, pour ensuite pouvoir savoir quelles sont les actions pertinentes à mettre en œuvre pour améliorer la performance énergétique des bâtiments. Ensuite, la deuxième action, c'est d'installer des équipements performants. La troisième action, c'est d'optimiser l'exploitation des équipements. Et enfin, c'est de les d'adapter les locaux à un usage économe en énergie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on a des retours d'expérience avec Virginie, parce qu'on est intervenu dans plusieurs cas pour accompagner des bailleurs et des preneurs dans la mise en place de ce décret tertiaire. Et il y a notamment un cas qui est intéressant parce que donc, ce cas a donné lieu à une concertation entre bailleurs et preneurs, et qui a duré plusieurs mois, où donc il y a eu des personnes qui sont spécialisées dans la concertation qui sont intervenues pour interviewer à la fois les usagers, les personnes qui vivent dans les locaux, pas simplement voilà, le représentant du preneur à bail, mais vraiment les usagers, les personnes qui sont prestataires aussi, et bien sûr preneurs et bailleurs, pour voir quels étaient dans la réalité les usages des bâtiments et quels étaient les points difficiles. Donc là, par exemple, dans un des bâtiments, l'été, avec les chaleurs qui augmentent, les canicules qui se répètent, il y avait vraiment un fort inconfort vis-à-vis de la chaleur. Et ça, c'est toute la question, parce que bien sûr, les climatisations, on sait que c'est extrêmement ça gaspille beaucoup d'énergie, donc pas de question aujourd'hui d'installer des climatisations, parce que ce serait aller à l'encontre du décret tertiaire, parce que c'est vraiment dans le principe du décret tertiaire, en fait, aucune action ne doit conduire à une augmentation du recours en énergie ou à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc vraiment, il y a une idée de là, en fait, on est au maximum de ce qu'on a pu faire, et maintenant, on peut faire que réduire. Ça correspond aussi au schéma du GIEC, parce que, donc, si je reprends donc les accords de Paris en 2015 disent qu'il faut limiter de plus 1,5 degré le changement climatique, voire 2 degrés. Et donc, après, la question, c'était comment on peut faire, la question qui a été posée au GIEC, c'est qu'est-ce que ça veut dire concrètement, à partir de quand il faut réduire les émissions, comment il faut réduire, quel est l'objectif qu'on peut définir à 2030, 2040, 2050. Et le schéma du GIEC, pour rester sous la barre des 1,5 degrés, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais bon, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite vraiment à aller regarder. C'est-à-dire qu'on est dans un pic d'émissions continues, enfin une augmentation continue des émissions de gaz à effet de serre. Et pour limiter à plus 1,5 degré, il faut faire une rupture à partir de 2020. Bon, on est en 2022, on est bientôt en 2023. On n'est pas dans un schéma aujourd'hui qui respecte ce qui est prévu par le GIEC, mais il faudrait, parce que sinon, chaque demi-degré peut entraîner des points de basculement qui peuvent être très graves. On l'a vu avec les incendies cet été, on l'a vu avec les arrêtés sécheresse qui sont de plus en plus nombreux, qui sont aussi avec des niveaux d'alerte de plus en plus graves, parce qu'il y a plusieurs niveaux pour les arrêtés de sécheresse, et le niveau le plus haut, c'est le niveau de crise. Et il y avait beaucoup d'arrêtés préfectoraux de sécheresse au niveau crise cet été, ce qui est assez préoccupant.
Et donc, là, l'idée, et c'est marqué dans le décret tertiaire, c'est que toutes les actions ne peuvent pas conduire à une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Donc, il faut être en réduction permanente, en réduction continue. Et donc, effectivement, mettre un climatiseur, c'est pas ce qui est envisagé par ce client qui donc a fait cette concertation. Par contre, il est envisagé, pour vous donner des exemples, parce que c'est quand même intéressant, de mettre des panneaux photovoltaïques, de végétaliser tout ce qui est végétalisable, d'optimiser bien sûr les équipements en mettant des thermostats, en faisant un suivi très attentif de la consommation des énergies. Et ce qui est très intéressant, c'est que donc à la fois le bailleur et les preneurs ont fait des plans d'action, des programmes d'action. Et ensuite, tous ces programmes d'action ont été synthétisés dans un tableau Excel avec qui fait les actions, donc quelles actions vont être mises en place par qui, quels sont les objectifs en fait soutenus par ces actions, parce que c'est vrai que bon, on peut se dire des fois c'est quand on voit une liste d'actions, on les corrèle pas forcément avec les objectifs, mais du coup là c'est vraiment de voir quel objectif va être soutenu par quelle action, de voir quel niveau de priorité aussi à cette action, quelle échéance, et qui va prendre en charge ces actions. Est-ce que c'est le bailleur? Est-ce que c'est le locataire? Et ou est-ce que c'est le bailleur et le locataire? Donc voilà, ce type de tableau est très intéressant parce qu'il va pouvoir aussi être ensuite contractualisé et ça va clarifier les choses parce qu'en fait aujourd'hui, effectivement, comme le disait Virginie, on est un peu dans le flou de qui fait quoi, mais parce que forcément c'est des relations contractuelles, donc le législateur ne pouvait pas dire ce sera que le bailleur ou ce sera que le preneur parce que les relations et vos répartitions de charges sont prévues par des contrats. Donc forcément, le fait de vous concerter, d'avoir une concertation réelle, efficace entre bailleurs et preneurs, et ensuite de faire une synthèse des actions et de qui va les mettre en œuvre et de qui va les payer, c'est extrêmement précieux pour l'application et l'implémentation du décret tertiaire. Alors effectivement, qui fait quoi comme vient de le dire Louis, ce n'est pas indiqué dans le décret tertiaire. Le premier réflexe que vous devez avoir, c'est de vérifier votre bail et de vérifier effectivement la clause charge. Normalement, si votre bail est bien à jour de la loi Pinel, vous devez avoir une liste des charges qui précise quels sont les travaux qui seront financièrement assumés par le preneur ou par le bailleur. Précision importante, l'article R145-35 du Code de commerce prévoit une liste des charges qui, en tout état de cause, ne peuvent pas être imputées au locataire. Donc, quoi qu'il arrive et quel qu'il soit indiqué dans le bail, et quelle que soit la concertation à laquelle vous aboutirez, les grosses réparations de l'article 606 du Code civil ne peuvent pas être imputées au locataire. De la même manière, la vétusté et les mises en conformité qui relèvent de ces grosses réparations ne peuvent pas être imputées au locataire. C'est-à-dire que concrètement, si vous envisagez des travaux qui vont toucher la structure de l'immeuble, vous ne pourrez pas demander au locataire d'assumer cette charge. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment important encore une fois, de vérifier vos baux, de vérifier la répartition des charges et de décider entre bailleurs et locataires qui assumera les travaux projetés. Alors, comme on l'a vu, ce décret tertiaire prévoit quand même certains aménagements et donc des dérogations sont possibles. En slide 8. Voilà. Il y a 3 cas qui justifient un aménagement des objectifs de réduction. Le premier cas semble assez évident pour être réaliste. Le législateur a bien prévu qu'en cas de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales, effectivement, les objectifs pourront être aménagés. De la même manière, si les coûts
qui seraient engendrés par les travaux de rénovation énergétique sont manifestement disproportionnés par rapport aux avantages espérés, il pourra y avoir des aménagements prévus. Pour ces deux points, c'est important de vous faire accompagner par un bureau d'études qui, lui, pourra vous apporter des éléments parce que des discussions sont probables avec l'administration sur ce point. Donc, il faudra vraiment vous faire accompagner. Le troisième cas, c'est le cas du changement de l'activité ou du volume de l'activité exercée. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Si vous avez choisi, donc, dans la méthode, vous avez choisi la méthode relative et donc vous avez choisi une année de référence entre 2010 et 2020 pour choisir finalement quelle est votre consommation de référence. À ce moment-là, le locataire qui était en place dans les locaux avait une activité finalement qui consommait assez peu, qui était assez peu énergivore. Et puis les années passent, changement de locataire, et aujourd'hui vous retrouvez avec un locataire dont l'activité génère beaucoup plus de consommation énergétique. Il ne sera pas possible d'atteindre strictement l'objectif qui était initialement envisagé. Donc dans ce cas-là, des aménagements seront possibles également. Voilà pour les dérogations. Donc, qu'est-ce qu'il faut déclarer? C'est ce qu'on vous disait en début de webinaire, c'est que là, aujourd'hui, l'échéance, c'est dans un mois, au 31 décembre 2022. Et donc, le propriétaire et, le cas échéant, le preneur à bail. Donc, ça, c'est aussi à vous de vous concerter en fonction de est-ce qu'il est pertinent que ce soit les deux, que ce soit que le propriétaire, ou qu'il y ait un mandataire commun qui soit désigné. Donc tout ça, ça doit être concerté en amont. Et donc, vous devez renseigner ensuite les données annuelles de consommation d'énergie sur la plateforme Opéra. Encore une fois, je vous invite aussi, si vous avez des questions vraiment techniques, à consulter la foire aux questions de la plateforme Opéra, qui est vraiment très bien documentée, qui est extrêmement complète. L'ADEME a fait un très beau travail de réponse aux questions qui sont nombreuses, parce qu'effectivement, il y a plein de situations particulières. Et donc, l'ADEME a fait un beau travail d'explication et de clarification de la mise en place de ce dispositif qui s'appelle d'ailleurs pour le ministère éco-énergie tertiaire. Donc c'est vrai que tout le monde l'appelle décret tertiaire, donc on a repris cette appellation, mais l'appellation officielle et ministérielle, c'est éco-énergie tertiaire. Et donc sur la slide suivante, vous voyez ce que vous allez obtenir en fonction de vos déclarations. C'est-à-dire que suite à vos déclarations, il y aura une notation qui sera effectuée. Et donc, vous voyez qu'à gauche, c'est la plus mauvaise note et à droite, c'est la meilleure note. C'est-à-dire que si vous avez 3 feuilles vertes, vous avez la meilleure notation éco-énergie tertiaire. Et si vous êtes à gauche et que vous avez une seule feuille couleur carbone, eh bien, effectivement, vous avez la pire note. Donc ça, c'est aussi un point important parce que donc en termes de gestion de votre parc immobilier, il y a des aspects quand même assez stratégiques. Donc comme l'a dit Virginie tout à l'heure, il y a l'aspect stratégique de est-ce que vous mutualisez à l'ensemble de votre parc immobilier cette déclaration Opéra, ou est-ce que vous la faites bâtiment par bâtiment? Donc ça, c'est vraiment une analyse globale qui peut vous permettre de voir si c'est plus stratégique du mutualiser ou non. Et il y a aussi le fait de rendre attractif votre parc immobilier. Si vous avez une bonne notation dans éco-énergie tertiaire, ça va le rendre plus attractif que si vous avez une seule feuille grise. On voit quand même que ce sont des éléments qui sont de plus en plus regardés par les locataires, et puis aussi qui peuvent être mis en valeur dans votre communication et dans vos aspects RSE de votre entreprise. Donc, il y a aussi un aspect valorisation marketing qui est important. Voilà. Et donc, sur la slide suivante, on voit les sanctions. Parce que, voilà, ça, c'est quand même un point important. C'est-à-dire que, en fait, dans l'annexe environnementale qui était prévue pour les surfaces de plus de 2000 m², il n'y avait pas de sanctions prévues.
Par contre, il y avait une forme prévue, c'est-à-dire que l'idée, c'était de mettre une annexe environnementale à tous les baux commerciaux de plus de 2000 m². Aujourd'hui, c'est un peu différent, c'est-à-dire que le dispositif éco-énergie tertiaire ne fixe pas de forme à respecter, mais en revanche, il fixe des objectifs, ce que ne fixait pas l'annexe environnementale, enfin les dispositifs sur l'annexe environnementale, et il fixe aussi des sanctions. Donc, en fait, finalement, ces deux dispositifs se complètent et s'articulent assez bien. Et donc, les sanctions qui sont prévues pour le dispositif du décret tertiaire sont de 3 types. Soit, donc, en fait, on a donc soit du name and shame, c'est-à-dire que si on ne transmet pas les données sur Opérate et qu'on ne justifie pas de motifs particuliers qui nous ont empêchés de faire cette transmission des données sur la plateforme, le préfet peut vous mettre en demeure de respecter vos obligations dans un délai de 3 mois. Et si vous ne transmettez pas les données dans le délai requis, il y aura une publication de vos manquements sur un site internet de l'État. Donc ça, c'est le premier type de sanction. Deuxième type de sanction, c'est des amendes administratives, mais il y a plusieurs cas pour avoir cette amende. Soit pour être sanctionné par cette amende, soit on ne respecte pas de manière non justifiée les objectifs. De manière non justifiée, c'est-à-dire qu'on a vu tout à l'heure qu'il y avait 3 cas de dérogation possibles. Si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, mais que vous le justifiez par une dérogation spécifique, vous n'aurez pas de sanction. En revanche, si vous ne justifiez pas des motifs qui vous empêchent d'atteindre les objectifs, eh bien, vous pourriez avoir une amende. Donc, c'est la même logique, c'est-à-dire que le préfet compétent va vous mettre en demeure d'établir un programme d'action qui respecte les objectifs fixés par le décret tertiaire. Ce programme d'action, il doit mentionner les actions dont chaque partie est responsable, avec un échéancier prévisionnel de réalisation et un plan de financement. Et il doit être soumis au préfet pour approbation. Donc, c'est vraiment, voilà, donc c'est mise en demeure. Après, vous soumettez le programme d'action. Et si vous ne justifiez pas du programme d'action après la seconde mise en demeure, eh bien, le préfet peut vous mettre une amende administrative qui peut aller jusqu'à 7 500 € pour les personnes morales. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce n'est pas extrêmement élevé, mais que ça peut évoluer. Si, en fait, on voit que la pénalisation du droit de l'environnement évolue assez rapidement parce qu'il y a des enjeux qui sont très importants et qu'on voit que ça ne va pas assez vite. Donc, pour vous donner un exemple, avant, les amendes du droit pénal de l'environnement se limitaient à 150 000 €. Et maintenant, avec la loi climat et résilience de l'année dernière, d'août 2021, les amendes peuvent aller jusqu'à 4,5 millions d'euros pour l'écocide, voire même le décuple de ce qui a été gagné par l'entreprise qui a commis le délit. Donc là, aujourd'hui, effectivement, c'est pas une amende, c'est la contravention la plus élevée, c'est-à-dire que c'est 1 500 € pour les personnes morales et c'est quintuplé pour, 1 500 € pour les personnes physiques et c'est quintuplé pour les personnes morales, donc 7 500 €. Mais c'est vrai que c'est pas très élevé, mais rien n'empêche le législateur de faire évoluer cette réglementation et de sanctionner plus durement les personnes qui ne vont pas respecter le décret tertiaire et les obligations de réduction des émissions de consommation d'énergie. Et donc, le troisième cas, c'est de sanction, c'est lorsque l'assujetti ne se conforme pas au programme d'action approuvé par le préfet. La carence est prononcée par un arrêté motivé du préfet. Il est publié aussi sur le site internet, donc on a un peu le double aspect amende administrative plus name and shame. Et donc, c'est pareil, c'est 7 500 € pour les personnes morales. Donc, voilà pour un tour sur les sanctions, en sachant que c'est vrai que ce sont les premières sanctions qui existent pour les programmes de rénovation énergétique dans le tertiaire, parce qu'avant, dans le dispositif de l'annexe environnementale, ça n'existait pas. Donc, c'est un premier pas pour faire respecter
le décret tertiaire. Mais c'est vrai que en termes d'amende, moi je pense que vu l'évolution du droit pénal de l'environnement dernièrement, c'est probable que ça évolue plus durement dans les années à venir. Et donc, pour nos conseils, je laisse la parole à Virginie. Alors, nos conseils, effectivement, vous l'aurez compris, c'est que la concertation, c'est la clé. C'est la clé et c'est nécessaire puisque le décret tertiaire n'indique pas si c'est le bailleur ou le locataire qui doit assumer les obligations. Donc, effectivement, il faudra vous concerter, il faudra vous adapter en fonction des réalités du bâtiment concerné. Et pour mettre en œuvre toutes ces concertations, comme vous l'a indiqué Louise, il n'y a pas de modèle, en tout cas d'encadrement, de forme qui a été prévu dans ce décret tertiaire, mais effectivement, un outil existe et est obligatoire depuis 2012 pour les bâtiments depuis 2000 m², qui est l'annexe environnementale. Donc finalement, nous, notre proposition, c'est d'utiliser cet outil pour tous les bâtiments de plus de 1000 m² et de le compléter pour se conformer à ce décret tertiaire et pour répondre aux obligations qui en découlent. Ça vous permettra effectivement de cadrer votre concertation et donc de pouvoir en justifier pour éviter les sanctions que Louise vient de vous rappeler. Et vous pourriez également envisager des sanctions à l'égard de votre co-contractant si celui-ci ne remplit pas les obligations que vous aviez prévues dans le cadre de votre concertation. Donc, l'annexe environnementale doit vraiment être utilisée pour vous permettre d'organiser cette concertation, de la mettre en place et de s'assurer du suivi des actions envisagées et pour leur assurer une portée. Et pour leur assurer une portée. Voilà, donc l'annexe environnementale doit vraiment être l'outil à utiliser aujourd'hui. Et donc, étant donné que c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur ces sujets avec Virginie, donc sur la slide suivante, on s'est concerté aussi avec le moniteur pour vous proposer une offre spéciale aujourd'hui, qui est donc valable une semaine pour vous proposer un modèle d'annexe environnementale qui vous permettra de piloter le décret tertiaire. Donc, ça va venir à la fois évoquer les obligations qui sont prévues par l'annexe environnementale et aussi celles qui sont prévues par le décret tertiaire. Donc, on a un lien sur la page qui s'affiche qu'on va pouvoir vous mettre dans le chat. Donc, pour 499 € hors taxe, vous recevrez un modèle type d'annexe environnementale en remplissant le formulaire. Et donc, le code promotionnel, c'est tertiaire 2022 avec un T majuscule. Donc, je le mets aussi dans le chat, tout attaché. Et donc, dans ce modèle, bien évidemment, on est conscient en fait que chaque situation est particulière, donc ce sera à vous ensuite de l'adapter à votre bâtiment ou à votre parc. Mais en tout cas, ce qu'on va faire, c'est que, dans l'annexe, dans le modèle type que vous recevrez, pour chaque trou que vous devrez compléter, on mettra une explication claire de comment vous allez pouvoir remplir ça, le but étant que vous puissiez vous approprier cette annexe environnementale et respecter ensuite le décret tertiaire du mieux possible. Donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions aussi ensuite par mail ou vous aurez nos numéros de téléphone par la suite. Et voilà, après nous arrivons à la phase de questions-réponses. Eh bien, écoutez, mesdames, je vous remercie infiniment pour toutes ces explications très claires. Nous avons beaucoup de questions.
beaucoup de questions, donc nous n'allons peut-être pas pouvoir y répondre aujourd'hui, mais comme nos intervenantes vous l'ont expliqué tout au long du webinaire, bien évidemment, les bureaux d'études sont à vos côtés, les architectes aussi, elles-mêmes, à travers ce document qu'elles proposent, et puis bien évidemment, vous avez les formations du moniteur que je vous ai présentées au début et qui pourront vous aiguiller à travers les différentes obligations et les différents impacts qui ont été évoqués aujourd'hui. Ce que je peux commencer par faire, c'est peut-être reprendre en fait le listing de la présentation et vous poser les premières questions sur le début de votre exposé. Alors, on a eu pas mal de questions en fait sur les rôles entrepreneurs et bailleurs. D'une part, le locataire peut-il être pénalisé, lui aussi, pour non-renseignement, par exemple, si le bailleur ne lui a pas donné l'UUB, hein, ou si la répartition des actions entre bailleurs et preneurs a mal été mise en place. Voilà, il y a pas mal de choses sur les sanctions que le preneur est en possibilité de supporter. Et puis, il y a une sous-question d'une personne qui nous dit sur la fac opérate, il manque pas mal d'infos en fait quand on travaille avec un syndic de copropriété et notamment sur le rattachement du preneur. Donc voilà, si vous pouvez expliciter un tout petit peu ces interrogations. Alors sur le premier point, sur est-ce que le preneur à bail peut être sanctionné? En fait, donc c'est l'article R 185-2 du Code de la construction et de l'habitation. Et c'est bien prévu que ce soit le propriétaire ou le preneur à bail. En fait, les deux peuvent être sanctionnés. C'est toujours prévu, en fait, et après, finalement, dans le reste de l'article, il parle d'assujettis, mais en tout cas, c'est bien visé, le preneur à bail est aussi visé. Donc, le preneur à bail ne sera pas exempt de sanctions par essence. Il peut aussi être sanctionné s'il ne respecte pas ses obligations. Après, le problème, c'est comment vous aurez déterminé qui fait quoi en amont. Mais c'est vrai que si ce point est clarifié, effectivement, le preneur à bail peut être sanctionné. Oui, et alors, je peux effectivement pour compléter, c'est très important que vous le déterminiez, effectivement, qui du preneur ou du bailleur devra intervenir. Et il est très important également dans la concertation, vous déterminiez ce qui se passe si, imaginons que vous aviez prévu que le preneur devait faire des déclarations sur Opérate et qu'il ne les a pas fait, il faut que vous prévoyiez effectivement dans la relation contractuelle ce qui se passera si celui qui avait l'obligation de déclarer ne le fait pas. Vous pouvez, donc on a vu les sanctions prévues par le décret tertiaire, mais vous pouvez également prévoir des sanctions conventionnelles entre vous. Ça peut être des sanctions indemnitaires. Vous pouvez également faire une référence à la clause résolutoire, c'est-à-dire c'est la clause qui prévoit que si le preneur ne respecte pas certaines de ces obligations contractuelles, le bail peut être résilié, ça c'est la sanction ultime. Mais voilà, il faut que vous envisagiez tout ça, effectivement, et pour qu'il y ait une portée, il faut que vous envisagiez des sanctions. Très bien. On me demande aussi sur le contexte de l'application des pénalités, notamment des pénalités financières. Est-ce que ces pénalités sont appliquées uniquement en cas de non-déclaration ou dans le cas aussi de plan d'action ou de modulation des objectifs? Alors, pour les déclarations sur Opéra, la seule sanction, c'est name and shame. C'est-à-dire que c'est la publication des manquements, en fait, des personnes qui n'auront pas respecté les obligations de déclaration et de transmission des données sur la plateforme Opérate seront publiées sur un site internet de l'État, mais il n'y a pas de sanctions financières à ce stade. Les sanctions financières, elles vont venir plus tard, si on ne respecte pas les objectifs sans le justifier ou si on ne se conforme pas au programme d'action approuvé par le préfet. Donc, au stade de la déclaration et de la transmission des données sur la plateforme Opérate, il n'y a pas de sanctions financières. D'accord.
Cette déclaration vaut-elle également pour des bâtiments qui seraient inoccupés? A priori, il n'y a pas de Distinction. précision, enfin, il n'y a pas de précision sur est-ce que le bâtiment doit être occupé ou non. Étant Mhm. donné que l'objectif, c'est réduire la consommation d'énergie finale des bâtiments, le fait qu'il soit inoccupé, enfin, parce que on ne sait pas s'il sera occupé demain, inoccupé aujourd'hui. En tout cas, il n'y a pas de dérogation relative à l'occupation du bâtiment. Donc, a D'accord. priori, oui. Mm. Mhm. Et puis on nous demande aussi si, à l'heure où nous parlons, si nous avons une idée de la proportion en fait des locaux qui ont été déclarés sur Opérat et si, je ne dirais pas de manière insidieuse, mais si l'État lui-même a montré l'exemple en termes de déclaration. Alors, je sais pour en avoir discuté avec ici à Lyon avec des personnes qui s'occupent du dispositif que les collectivités étaient assez dynamiques sur le sujet, faisaient beaucoup de réunions, etc. Après, qui a déclaré, étant donné que c'était prévu au 31 septembre et que ça a été reporté au 31 décembre, j'imagine que tout le monde en profite. Enfin, moi, en tout cas, toutes les personnes que je connais en profitent pour voilà, peaufiner un peu leur déclaration, profitent de ce délai supplémentaire pour respirer un peu vis-à-vis de ce dispositif et prendre un peu plus de temps. Donc, je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de monde qui ait déclaré aujourd'hui. Mais je n'ai pas de données officielles. Je ne sais pas si Virginie, D'accord. tu... Alors, j'ai pas de données officielles non plus. Mm. Bon, et puis on va finir par une question un petit peu plus générale, mais vous avez évoqué au début de votre intervention la reconnaissance de l'urgence climatique dans les textes. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu quel texte et quelle définition, quelque part, il en est donné? Alors, c'est l'article L100-4 du Code de l'énergie. Et Mhm, cet article prévoit, en fait, dit au regard de l'urgence écologique et climatique, d'ailleurs, c'est pas que l'urgence climatique, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on est face à trois enjeux majeurs en termes environnementaux. Le premier, c'est le climat, le deuxième, c'est la biodiversité, et le troisième, c'est les pollutions. Ces trois enjeux majeurs sont visés de manière régulière par le Programme des Nations Unies sur l'environnement. Et en fait, on ne peut pas vraiment distinguer la crise climatique de la crise biodiversité parce qu'on sait aujourd'hui qu'on est dans une phase d'extinction massive de la biodiversité, de la nature, des espèces. Enfin, il y a beaucoup d'espèces qui disparaissent à cause de l'action humaine. Donc, dans cet article L100-4 du Code de l'énergie, il y a bien, au regard de l'urgence climatique et écologique, la politique énergétique de la France doit être, et là, il y a plusieurs points, et il y a notamment l'objectif général de neutralité carbone à l'horizon 2050. mhm. Et en fait, ensuite, cet objectif, parce que c'est un objectif qui est sur le long terme. Au début, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, on disait qu'il fallait réduire par 4 les émissions. Et c'est pour ça que Jean-Marc Jancovici a créé un bureau d'études qui s'appelle Carbone 4, parce qu'il fallait diviser par 4. Aujourd'hui, on parle de diviser par 6, mais en fait, c'est plus étalé dans le temps. Vu qu'on parle surtout de l'horizon neutralité carbone 2050, c'est un peu flou. Là, on voit que en fait, par la suite, donc il y a cet objectif de neutralité carbone 2050 que tout le monde a repris. Hein, c'est repris par de nombreux pays, l'Union européenne, voilà, et bien sûr, ça découle de l'accord de Paris. Et en fait, après, ça a été décliné via la stratégie nationale bas carbone et via des plans sectoriels. Donc aujourd'hui, il y a 5 secteurs industriels qui ont des plans de transition bas carbone. Et en fait, le secteur du bâtiment n'échappe pas non plus à cette dynamique de réduction des émissions. Et c'est pour ça qu'on a moins 40% en 2030, moins 50% en 2040 et moins 60% en 2050. Très bien. Après, Et je puis, bah, prépare un débat sur tous les textes qui visent l'urgence ouais, climatique parce que je pourrais vous en parler des heures, mais on n'a pas des heures. Donc, mais en tout cas, l'article L100-4, il est dans le Code de dans le code l'énergie. de l'énergie. Ok.
Et puis, effectivement, vous nous aviez dit qu'a priori, sur la question des bâtiments inoccupés, il n'y avait pas de précision. Donc, effectivement, la logique voudrait qu'ils soient tout aussi concernés. Mais par contre, est-ce que l'on sait s'il y a malgré tout des exemptions pour certains lieux? Et on a des questions qui concernent notamment les lieux qui pourraient appartenir à des associations, des locaux associatifs, ou encore des locaux, des lieux de culte, donc que ce soit des locaux associatifs 1901 ou 1905. Alors, effectivement, le texte prévoit un certain nombre de dérogations, notamment les bâtiments destinés au culte. Mmh. Et effectivement, également les bâtiments qui sont utilisés pour des activités de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire. Pour les associations, je n'ai pas vu de dérogation particulière. Je ne sais pas Mmh. s'il y en a, mais pour les lieux de culte, en tout cas, oui, ça a été prévu dans le texte. Parfait. Et écoutez, il va me rester à vous remercier infiniment encore une fois pour cette présentation. Voilà, vous aurez, chers auditeurs, et merci d'avoir été aussi nombreux à nous suivre, le webinaire en replay d'ici quelques jours sur nos supports digitaux. Vous recevrez un petit mail pour pouvoir y accéder. Et puis, le support que nos intervenantes ont utilisé aujourd'hui pour vous faire part de leurs conseils et de toutes leurs connaissances par rapport à l'application de ce décret. Merci à tous, je vous souhaite un très bon appétit et je vous donne rendez-vous désormais en 2023 pour un nouveau webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Merci à vous deux, chers maîtres. Merci. Bonne Merci. journée et à très bientôt. Au revoir. Merci. Au revoir à tout le monde.